Ok, salut à tous, c'est le philosophe. Petite vidéo masquée, j'ai envie de dire. Alors le thème, libre arbitre, déterminisme. Quand je fais quelque chose, n'importe quoi, instinctivement, je vais me dire que j'ai décidé moi-même de le faire et que l'acte découle de ma volonté qui n'est influencée par rien d'autre qu'elle-même. On se voit comme cause première de nos actions. Exemple et réfutation. Alors ça symbolise la réfutation, voilà, pour pas que vous vous perdiez dans le petit dialogue que je vais faire. Donc, je bois un verre d'eau librement. Mais j'ai bu ce verre d'eau parce que j'avais soif. Problème, comme j'avais soif, j'ai bu, je devais boire. C'était déterminé. Mais on peut dire que bien que je ressentisse ce besoin, j'ai quand même décidé moi-même de boire et c'est quand même ma volonté qui a tranché. J'aurais pu faire autre chose, me gratter par exemple, mon bras me démangeait au même instant. Admettons, mais si ma volonté m'orientait vers ce verre, c'est que le grattage était moins urgent que de boire au moment où ça s'est produit. L'eau était à portée de main et ma démangeaison est tombée dans l'oubli. Donc ma volonté a été orientée et déterminée. Là je peux me dire bah non, par exemple là j'ai encore soif et je vais pas boire. Comme quoi je peux choisir de ne pas faire une chose même si j'en ressens le besoin. Eh non, grossière erreur. Si j'ai pas bu ce verre, c'était pour démontrer que je pouvais ne pas le boire. Et la tentative de cette démonstration m'a forcément guidé à ne pas le boire. Et en croyant démontrer une chose, je prouve l'inverse. J'ai cru faire abstraction de la cause, entre parenthèses la soif, pour démontrer que je choisis librement de ne pas m'y soumettre, mais la cause s'est juste déplacée. Si j'ai pas bu, c'était pour démontrer que je pouvais pas boire malgré la soif, et c'est bien ça la cause. Et elle a conditionné mon action. Alors là je peux me dire, une fois dans un voyage, il me restait de l'eau, j'avais super soif, et il y avait mon petit frère assoiffé également, mais comme il est plus fragile que moi, j'ai pesé le pour et le contre, et je lui ai donné les 3/4 du verre, j'ai bu le reste. Donc je réagis pas qu'à des causes comme ça quoi, j'ai aussi de la réflexion, et c'est ça la liberté. Certes, j'ai jaugé, jugé, tranché, mais tous les éléments que j'ai énumérés ont déterminé mon choix final. D'abord je vois l'eau, j'ai soif, mon petit frère aussi, mais il est plus fragile et je sais ça, du coup je lui donne une grande portion d'eau, j'estime moi pouvoir en prendre un peu et avoir bien agi. Mais tous ces éléments sont des causes très précises qui guident anneau après anneau la chaîne causale qui aboutit à l'action. Et même en s'agissant de choses abstraites, morale, bienveillance à l'égard d'un être, altruisme, etc., chacun de ces paramètres sont en moi et sont autant de causes qui expliquent l'action finale. Donc on peut supposer qu'un génie omniscient, connaissant tous ces paramètres, saurait ce qui se passerait. Dans le cas précédent, je suis pas moins déterminé que si j'avais été égoïste et que j'avais bu le verre rapidos comme aurait fait un animal ou un égoïste on va dire. Dans mon cas, le processus intellectuel et moral allonge la liste des éléments déterminants, mais le principe reste le même. Bon alors, petit entracte, vous avez droit à une baston de gorille. Voilà. Chapitre suivant, explication et question du hasard. Alors, il y a toujours une ou des causes qui imposent, même si subjectivement on le ressent pas comme une injonction, que je fasse telle ou telle chose. La moindre action est une réponse nécessaire à une cause qui la précède, mais c'est vrai qu'à chaque instant, l'éventail des possibilités est théoriquement ouvert, possible. C'est-à-dire que je me dis toujours que j'aurais pu faire autre chose que ce que j'ai fait. Et oui, c'est vrai, mais si j'avais fait cette autre chose à ce moment, c'est que tous les éléments déterminants auraient concouru à que cette autre chose se passe. L'idée qu'il n'y ait rien en amont de mes choix, aucune cause, c'est une superstition. Dès qu'on agit, c'est bien nous qui choisissons, mais il se passe exactement ce qui doit se passer. Et de toute façon, c'est soit ça, soit le hasard. Si on nie la causalité dans la détermination totale de nos actes, le hasard reste plus sérieusement crédible que la volonté autonome. Mais comme le hasard n'existe pas et n'est que le nom qu'on donne à ce dont on ignore la cause, ça ne marche pas non plus. Quand on jette des dés ou quand on fait tourner la roulette, etc., on croit au hasard. Mais non. Si on sait avec quelle force ils ont été lancés, dans quelle position ils étaient dans la main du lanceur, comment est composé le sol où ils vont atterrir, si on avait toutes ces données mathématiques, on saurait quel chiffre tomberait. Donc là aussi, il y a toute une série de causes. Voilà. Donc le hasard n'a rien à voir là-dedans. Chapitre suivant, l'âne de Buridan. En gros, c'est une explication connue qui démontrerait que l'homme est libre. Normalement, c'est un paradoxe avec un âne, mais là, on va mettre un homme. Donc, tu mets un mec dans une pièce, et à 2 mètres sur sa gauche, il y a du coca, on va dire, et à 2 mètres sur sa droite, il y a du Fanta. Et le mec, il a soif, et il aime autant les deux boissons. Alors, théoriquement, comme il n'y aurait pas plus de raisons qu'il aille d'un côté plutôt que de l'autre, ça nierait en fait le principe de causalité, et démontrerait qu'il est libre de choisir sans contrainte parce qu'il irait à droite ou à gauche sans influence. Mais c'est vraiment naze comme exemple, parce que c'est impossible en pratique, et on peut rétorquer qu'il irait à droite parce qu'il est droitier, et qu'il se tournerait instinctivement de ce côté. Et de toute façon, cet argument chez les défenseurs du libre arbitre montre bien qu'ils ont tort pour moi. C'est un contexte fake, irréaliste, et ça veut bien dire qu'en fin de compte, ils sont convaincus de l'argument déterministe. Et on peut aussi utiliser cet exemple contre ce qu'il veut démontrer. Il fantasme un scénario épuré, dénué de tout déterminant, mais ça montre justement qu'en réalité, ça fonctionne pas. Parce que dans ce cas-là, faut même pousser le truc, et faudrait s'imaginer une volonté abstraite, un point qui devrait choisir entre deux choix identiques, et pour résoudre le paradoxe, la seule possibilité serait que le point se dédouble. Et là, on part dans de la géométrie ou dans de l'application smartphone. On divague. Au limite, comme dit précédemment, on pourrait dire que c'est le hasard qui ferait trancher le dilemme, mais il n'existe pas, comme on l'a dit, voilà. Là je sniffe de la coke, il en faut bien pour faire ce que je fais. Chapitre suivant, il a pas de titre. Si on médite un peu, l'idée de libre volonté autonome, autarcique, n'a pas de sens dans la chaîne causale et dans tout ce qui se passe dans l'univers en mouvement. Ça supposerait une volonté libre dans le vide. C'est un non-sens. Il n'y a pas d'espace vide dans lequel pourrait se loger une liberté autonome non influençable. La volonté, comme le feu sans oxygène, meurt dans un espace non causal. Elle ne s'active pas. Méditez bien cette métaphore. Et on peut même dire que tout ce que nous ne faisons pas est cet espace non causal, ce qui n'a pas été déterminé. C'est un néant, voilà. Parce qu'on se figure toujours notre
volonté comme un spectre, un fantôme qui se superposerait aux aléas de l'espace-temps en fait, à la vie quoi. Mais c'est faux parce que si t'enlèves l'espace-temps, la vie, le monde, il te resterait quoi, ta volonté toute seule, dans le vide? Ça ne veut rien dire, c'est absurde et on oublie nous autres, les hommes, de quoi on est fait. On est du verbe naître instinctif, stimuli, action, réaction, des animaux quoi. Et on grandit, la conscience se développe, les instincts sont intériorisés, on se complexifie mais faut pas s'y tromper. On persiste dans ce va-et-vient d'action-réaction à chaque instant et on n'a pas plus de libre arbitre que le bébé qui se l'échouille les doigts de pied. Il se sent pas moins libre le bébé, mais nous on sait qu'il est pris dans ses instincts, dans son stade oral où il fout tout dans sa bouche. Voilà, le bébé est à l'homme adulte ce que l'homme adulte est au surhomme omniscient. Le premier croit que oui, le second sait que non. Voilà. Alors important, hein, la thèse à retenir c'est que ce que nous faisons, nos agissements découlent de causes et au même titre qu'il y a un infiniment grand et un infiniment petit, il y a un infiniment causal. On peut pas remonter toute la chaîne de causalité, c'est impossible. Et cette réalité-là, elle constitue en partie notre être au monde. Et le mouvement du monde est le fruit d'une nécessité verrouillée, qu'on pourrait dire. Et quand je dis le mouvement du monde, je nous mets dans le monde. On n'est pas un royaume dans un royaume, comme dirait Spinoza. Voilà pour la thèse que je mets au milieu de ma rédaction. Alors autre chose, l'autonomie partielle du libre arbitre qui se superposerait à certaines causes et qui serait à moitié guidée comme une liberté bousculée, comme une barque qui se déplacerait librement dans les limites de la rivière qu'elle traverse, mais influencée par le courant, n'est pas bonne non plus. La liberté et la volonté de choix sont filles du principe de causalité. Je commence à avoir de la volonté quand je me heurte à la vie et que j'ai des besoins. Donc la pseudo-libre volonté est subordonnée, assujettie à l'enchaînement des causes et aux turbulences de la vie. C'est poétique quand même un petit peu. Parce que souvent les gens ils pensent que c'est soit le libre arbitre, nous sommes maîtres absolus de nos actions, soit le déterminisme total, c'est-à-dire qu'on ne choisit rien. Et entre deux il y a les médiateurs moite-moite, comme ce que je viens d'expliquer. Mais toutes ces visions sont aussi fausses les unes que les autres. Et tout ce qui se passe, s'est passé et se passera est déterminé, non pas par un principe divin, mais parce que tout est statistiquement mesurable et explicable. Mais ça n'empêche pas de constater que quand on fait un choix, c'est bien nous qui l'avons fait. Tel choix, telle chose était déterminée parce que l'univers fonctionne ainsi, mais je l'ai tout de même fait librement. C'est bien ma volonté qui agit et je peux évidemment penser que j'aurais pu faire d'autres choix. Et le fait que je puisse penser que j'aurais pu en faire d'autres est aussi déterminé. Après voilà, on tourne en rond, serpent qui se mord la queue, mise en abîme, etc. On connaît ce petit côté réflexif quand on est universitaire. Donc, ton libre arbitre est englobé dans le déterminisme et c'est pas grave. Le déterminisme est en fait ancré plus profondément que notre volonté dans les strates de l'être. Et il n'y a pas de contradiction entre liberté de la volonté et déterminisme ressenti dans la conscience parce qu'au fond c'est parce qu'on est déterminé qu'on se sent libre. C'est parce que les rouages d'une voiture sont bien huilés et que rien n'est laissé au hasard qu'elle roule sereinement. Le libre arbitre et le déterminisme ne doivent pas être vus comme deux forces théoriques qui s'affrontent mais comme imbriquées l'une dans l'autre. Donc on agit bien librement. Vous voyez un paradoxe? Pas moi. Donc conclusion, les gens pensent que si l'univers est déterminé, leur volonté ne sert à rien et autant rester dans son fauteuil à attendre. Mais déjà ce sentiment est déterminé également, c'est le spleen post-révélation, tout le monde l'a ressenti au moins une fois en pensant à toutes ces choses et il faut le voir autrement. Si tout est déterminé, tu peux aussi dire qu'au fond t'es responsable de rien et tu peux te sentir vraiment libre. Friedrich Nietzsche il disait d'ailleurs que le libre arbitre était un des plus grands tours de passe-passe des hommes d'église pour faire culpabiliser les gens. Voilà, on faut réfléchir à ça. Et à mon avis, si on a tant de croyances en l'autonomie de la volonté, c'est qu'on se trompe peut-être sur ce que nous sommes. Notre existence réelle ne correspond pas à l'idée unifiée de ce que nous croyons être. Et le problème c'est que cette idée-là, elle règne dans notre conscience. Et comme il y a un sens quand même dans cette réflexion, dans une prochaine vidéo, on verra pas qui sommes-nous, mais que sommes-nous. Et ça parlera liberté, conscience et existence. Bon voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je vous demande pas de liker, machin chouette. Tout ce que vous allez faire, c'est déjà déterminé. Déterminé.